qu'il y a dans le monde arabe, depuis le début des années 70, ce qu'on peut appeler un système despotique. Un système despotique, c'est-à-dire que l'ensemble de ces régimes, du Maroc jusqu'à l'Irak, avaient un certain nombre de traits communs. Ces traits communs sont pour l'essentiel d'abord que ce sont des régimes issus pour la plupart de coups d'État militaires. Ce sont des régimes qui, quand ils sont arrivés au pouvoir, étaient extrêmement minoritaires. Donc ils ont essayé de mobiliser les solidarités pré-civiles, c'est-à-dire des solidarités tribales ou confessionnelles pour soutenir leur régime, et puis qui ont compté sur des services de renseignement tentaculaires, omniprésents, qui quadrillent les villes et les villages de leur pays. C'est le cas de la Tunisie, c'était le cas de la Tunisie, c'était le cas d'une certaine manière de l'Égypte, c'était le cas du Yémen, et bien entendu c'était le cas particulièrement affreux de l'Irak de Saddam Hussein et je dois dire de la Syrie de Hafez et de Bachar al-Assad. Maintenant, ces régimes se distinguent aussi par un certain nombre de traits. Tous se ressemblent par certains aspects, mais ils ont des traits particuliers. Pour ce qui est de la Syrie, c'est, on peut dire, on dit toujours, vous lisez dans les journaux, on parle du parti basse, par exemple, comme le parti unique au pouvoir, etc. C'est vrai qu'il y a un parti basse, parti unique, avec un front de partis de pacotille autour de lui et qui se présente comme le dirigeant, le directeur de la société et de l'État. Mais en fait, le véritable pouvoir est concentré dans les mains d'un clan familial. Un clan familial, c'est-à-dire que les Assad, aujourd'hui au pouvoir, agissent comme si c'était une famille royale, comme si le pays leur appartenait de pleine propriété, comme si les Syriens étaient tous leurs sujets. Je donne quelques exemples. Aujourd'hui, Hafez al-Assad est mort et il a passé le pouvoir à son fils. C'était la première république héréditaire du monde arabe. Et cela a failli être contagieux. Comme vous savez, en Égypte, Moubarak rêvait de passer le pouvoir à son fils. Saddam l'a voulu aussi. Il y a tel proche de Ali Abdallah Saleh au Yémen qui aspire à prendre le pouvoir après lui, etc. Donc on est passé à des pouvoirs réellement dynastiques dans cet ensemble de systèmes despotiques arabes. Le cas de la Syrie est particulier aussi parce que avec Bachar, par exemple, aujourd'hui le président de la République, il se fait que son frère est à la tête de la principale force militaire du pays. Il se fait que ses cousins ont chacun sa milice privée et ont participé à la répression la plus féroce qu'on a connue dans le monde arabe ces dernières années. Et puis, ils détiennent, l'ensemble de cette famille détient, selon des recherches sérieuses, plus de 60% de l'économie nationale. Bon. Avec un tel pouvoir, vous pouvez vous attendre à ce qu'il ne quitte pas avec un tel régime, il ne peut pas quitter le pouvoir facilement. Cela explique la violence inouïe, la brutalité inouïe qui est exercée aujourd'hui contre le peuple syrien. Non seulement jusqu'à aujourd'hui, on a compté plus de 2600 morts, autant de disparus sinon plus, 15 000 prisonniers à 20 000 prisonniers qui sont systématiquement torturés, des tortures de jeunes et d'enfants, y compris de mutilation d'enfants pour exemple. Et avec tout cela, comme si cela n'était pas suffisant, le pouvoir a lancé l'armée avec ses chars, ses hélicoptères et même ses forces navales contre les villes révoltées du littoral. Un autre aspect qui est important aussi, qui distingue la Syrie aujourd'hui de ce qui se fait, qui la distingue mais aussi qui ressemble à ce qui s'est passé ailleurs, c'est le rôle, et là on ressemble à la Tunisie, à l'Égypte, c'est le rôle absolument primordial des jeunes inorganisés dans la révolte. Ce sont ces jeunes inorganisés qui ont lancé le mouvement. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes un pays
qui pendant 50 ans n'a pas connu de vie politique. Les partis politiques d'opposition ont été laminés. Dans les années 80, des milliers et même des dizaines de milliers de leurs militants ont connu la prison, des prisons horribles. Il y a eu des témoignages sur certaines prisons comme celle de Palmyre qui sont absolument affreuses comme système d'incarcération. Eh bien, ces partis ont été minés et n'avaient pas suffisamment d'accès à la vie politique il n'avait pas d'activité politique, d'accès aux masses populaires pour pouvoir mener une vie politique et mener une opposition sérieuse. Les jeunes ont pris la relève et ce sont ces jeunes qu'on appelait les jeunes d'Internet ou les jeunes de Facebook. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se sont montrés d'une très grande maturité politique. Et il y a un aspect aussi qui est souvent occulté dans les médias en ce qui concerne la révolte en Syrie. C'est le caractère éminemment populaire de la révolte. Quand on voit un peu la carte du mouvement populaire, comment les choses se passent, où ça se passe, à Deraa, à Homs, dans la banlieue de Damas, etc. Ce sont des quartiers populaires, des quartiers pauvres. Ce sont des masses qui ont été prolétarisées, appauvries et qui subissent le chômage, la précarité. Ce ne sont pas les bourgeois, évidemment, de Damas et d'Alep qui manifestent dans la rue et qui donnent tous ces sacrifices pour leur pays, mais vraiment les jeunes issus des milieux les plus populaires et les plus pauvres du pays. Maintenant, il y a aussi un autre aspect important. C'est que ces jeunes, j'ai parlé de leur maturité politique, tiennent à l'aspect pacifique de leur mouvement. Parce qu'ils savent que le pouvoir cherche à les pousser à prendre des armes. Parce qu'à ce jeu-là, il est évidemment beaucoup plus fort qu'eux. Ils tiennent tous, quelle que soit leur tendance politique, quelle que soit leur préférence idéologique, à garder le caractère pacifique du mouvement. Ils tiennent aussi à éviter les tensions confessionnelles. Là aussi, le pouvoir syrien, du temps de Hafez Assad déjà, a travaillé sur l'exacerbation des conflits confessionnels dans le pays pour se présenter comme le protecteur des minorités. Et son fils, Bachar, a mis son pas dans celui de son père et il essaie aujourd'hui de noyer les revendications démocratiques de la population dans une sorte de conflit confessionnel. Eh bien, les jeunes de l'Intifada, tous les membres de ces coordinations dont a parlé Sama, sont tout à fait conscients et dans toutes leurs manifestations, dans toutes leurs déclarations, ils soulignent l'importance de l'unité nationale et le refus de toute confessionnalisation, toute communautarisation de leur mouvement. Maintenant, je dois dire, il faut être honnête et dire aussi des difficultés que rencontre le Tifada. La principale difficulté aujourd'hui, bien entendu, il y a la répression et elle va continuer. Mais je parle des difficultés internes. Les difficultés internes, c'est qu'après 50 ans d'absence de vie politique, avec la diversité de ce pays sur le plan politique et idéologique, il était assez difficile d'unifier, d'avoir une direction unifiée de l'Intifada. Il y a des démarches, vous entendez peut-être, vous lisez dans la presse qu'il y a des démarches pour la constitution d'un conseil national syrien d'opposition, etc. Jusqu'à maintenant, cela n'a pas vraiment abouti. Je dois le reconnaître. Mais toutes les déclarations de toutes les forces politiques, qu'elles soient des forces anciennes, comme c'est-à-dire nous avons des nationalistes, des libéraux, des communistes, des islamistes dans ce mouvement. Il y a tout l'éventail des sensibilités politiques et idéologiques syriennes. Mais toutes se sont mises d'accord sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de principes, sur des revendications. D'abord, une revendication immédiate, c'est d'arrêter définitivement les tueries, de libérer tous les prisonniers politiques, premièrement. Deuxièmement, c'est d'appeler à une véritable, non pas à un dialogue avec le pouvoir, mais à une sorte de convention nationale
qui est chargé uniquement de préparer la transition du système despotique vers un régime démocratique. Et troisièmement, que la Syrie de demain sera une république démocratique, pluraliste, séculière, ils y insistent, c'est-à-dire séculière, je veux dire c'est laïque, bon, et où tous les citoyens, quel que soit leur sexe, leur origine ethnique, leur origine confessionnelle, que tous soient égaux. Alors, pour terminer, je vous dirais que le peuple syrien a besoin de votre soutien, parce que notre lutte sera longue et difficile, nous le savons. Ce ne sera pas une chose rapide comme cela s'est passé en Tunisie ou en Égypte. Et je crois que nous en avons encore pour de longs mois et peut-être des années de lutte et de sacrifice pour aboutir à nos objectifs démocratiques. Je vous remercie de votre attention.